Alors, mesdames, messieurs, chers participants, tout le monde de l'audience ici à l'Assemblée pour ce dialogue humanitaire sur la protection des civils, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue. Je réponds au nom de Julien Atakla Ayinon. Je suis le coordonnateur du projet Cadre de conformité, qui est un projet du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, HCDH, un projet financé, appuyé par l'Union européenne, que je remercie au passage, qui travaille à appuyer la force conjointe du GICN Sahel dans la mise en œuvre du cadre de conformité aux droits de l'homme et au droit international humanitaire. Nous avons 1 heure pour discuter, échanger sur les questions de protection des civils, et j'ai ici comme panélistes 4 participants qui sont tous des panélistes que je vais présenter. Après, je vous dirai quelques petits mots introductifs sur le concept même de la protection des civils et nous allons entrer dans le vif du sujet. Alors, j'ai avec moi ici comme panéliste le commandant Mahamat Ahmad, qui est officier de l'armée tchadienne. Il a servi dans les missions de paix en RCA, entendez République centrafricaine, et depuis 2018, il est détaché au secrétariat exécutif du GICN Sahel en qualité de chef division défense et sécurité. Et donc, il est avec nous ici et nous l'accueillons très chaleureusement. J'ai également comme panéliste ici le lieutenant-colonel Dembélé Kanahan. Alors, Madame Dembélé, lieutenant-colonel Dembélé est officier supérieur de l'armée de terre en République du Mali. Elle travaille actuellement au sein de la force conjointe du GICN Sahel, notamment au sein du PCIAT, entendez poste de commandement interarmée de théâtre qui est basé à Bamako, et en qualité de chef de la cellule J9. Avant de rejoindre la force conjointe, elle avait servi successivement en qualité de chef de bureau action sociale, chef de division action sociale et chef de section technique à l'intendance présidentielle du palais de Kourouba à Bamako. J'ai comme 3e panéliste pour cette discussion aujourd'hui Madame Atikatou Dieng, de nationalité mauritanienne. Elle a 15 années d'expérience en matière d'économie, de genre. Elle a travaillé sur beaucoup de projets. Elle est actuellement en charge de la promotion de l'éducation citoyenne au sein de la CENI. Elle a participé à la mise en œuvre de projets visant la valorisation du potentiel des femmes et des jeunes à travers la sensibilisation et la formation sur la création d'emplois, le développement d'initiatives locales, mais aussi des projets visant à prévenir l'extrémisme violent et la radicalisation. Alors, nous avons enfin comme panéliste pour cette discussion aujourd'hui le commissaire principal de police, Sébastien Rouedo. Monsieur Sébastien Rouedo est commissaire principal de police de la République du Bénin. Il est actuellement en poste au sein du projet cadre de conformité. Il est en disponibilité et depuis 2019, il assure les fonctions d'expert police au sein de ce projet. D'abord gardien de paix, puis inspecteur de police et commissaire de police. Il a gravi différents échelons et a servi en plusieurs qualités à divers postes au sein de la police béninoise avant d'embrasser une carrière internationale laquelle carrière l'a conduit à travailler dans plusieurs pays, en RCA, en Centrafrique, en RDC, en Côte d'Ivoire et au Burundi. Donc, à l'heure actuelle, il est avec nous ici à Bamako et je souhaite à tous les panélistes la plus cordiale bienvenue. Chers panélistes, soyez les bienvenus. Alors, nous allons discuter aujourd'hui d'un concept qui est un concept polysémique, un concept qui se prête à plusieurs définitions, et au point où certaines personnes pensent qu'il n'y a pas une définition vraiment fixe et définitive du concept de la protection des civils. Selon la doctrine des opérations de maintien de paix de l'ONU, on entend par protection des civils toute action nécessaire incluant l'usage de la force pour prévenir ou répondre aux menaces de violence physique à l'encontre des civils, sans préjudice de la responsabilité première du gouvernement du pays hôte à protéger les civils. Selon l'Union africaine,
qui, en 2010, a publié une directive. L'appui aussi renvoie à toute activité, au pluriel, visant à améliorer la sécurité des populations et personnes à risque et à assurer le respect des groupes et individus dans le respect des normes régionales, y compris la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la Convention pour la protection et l'assistance des personnes déplacées internes, la Convention africaine relative aux réfugiés, ainsi que le droit international, y compris le droit international humanitaire, les droits de l'homme et le droit des réfugiés. Voilà autant de concepts, autant de définitions de ce même concept-là. Et nous, au sein du projet, comme beaucoup de gens le savent, on essaye d'appuyer la force conjointe à intégrer les considérations de protection des civils, aussi bien à la phase de planification qu'à la phase de conduite des opérations militaires. Alors, la première question, j'aimerais bien la poser au commandant Mahatma. Mon commandant, au regard de la situation sécuritaire qui prévaut actuellement au Sahel et évidemment des opérations militaires antiterroristes qui sont en cours, est-ce qu'on peut dire avec assurance que les populations civiles sont protégées? Mon commandant, vous avez la parole. Merci, M. Julien. Merci quand même pour cette très belle introduction. Comme on l'a dit, d'avoir bien quand même planté les décors. C'est une thématique qui est vraiment multidimensionnelle pour moi. Et de facto, moi, je me dis qui a même jugé nécessaire de formuler une telle question. Parce que est-ce que dans mes 4 à 5 minutes, là, je pourrais donner des éléments de réponse en ce sens. Mais néanmoins, qui dit conflit armé impliquant encore des acteurs multiples tels que les groupes armés terroristes, les djihadistes, et j'en passe, c'est déjà un conflit très complexe. C'est pas c'est pas le genre de conflit conventionnel où on a les armées régulières qui sont là et qui s'affrontent, et de part et d'autre, on a la notion de respect des droits de l'homme ou bien des droits internationaux humanitaires. Et ce n'est non plus ou de conflit, conformément aux conventions de Genève, on dit le conflit armé non international impliquant des groupes armés à qui on peut transmettre les notions des droits internationaux humanitaires pendant qu'ils sont en conflit avec une armée régulière. Donc, vous voyez, dans tout ça, il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Mais au regard au regard du conflit qu'on est en train de connaître ou bien de vivre dans la sous-région ou bien dans le Sahel, je ne peux pas dire que tout se passe normalement et les opérations militaires sont en train d'être conduites sans porter préjudice à la vie des populations civiles. Il serait très difficile pour moi de donner cette affirmation. Au regard des réalités sur le terrain, aujourd'hui, vous suivez quotidiennement ce que les populations sont en train de suivre sur le terrain, ou de vivre sur le terrain, avec la mise en place des sites déplacés de gauche à droite, avec la mise en place des camps de réfugiés dans l'espace Sahel, avec la limitation ou bien la restriction en ce qui concerne les libertés fondamentales des populations. Donc, il serait très difficile pour moi aujourd'hui de dire que vraiment les populations sont protégées. Si je prends l'exemple le plus banal, lorsque une population en temps de conflit armé juge nécessaire ou bien cherche à avoir accès à un site, soi-disant de déplacer ne serait-ce que pour avoir sa protection, il sera très difficile de dire qu'elle bénéficie d'une protection. Mais excusez-moi, commandant, si je peux vous relancer. En fait, le but des opérations militaires, c'est d'assurer vraiment une meilleure jouissance des droits et des libertés aux populations.
Mais quels sont alors les défis qui empêchent dans ces opérations de sécurisation, quels sont les défis qui font qu'on n'arrive pas à protéger et au contraire, les populations semblent souffrir davantage et semblent se plaindre davantage. Alors, quels sont ces défis et quelles sont les priorités du GSM Sahel par rapport à la protection des civils? En réalité, les défis sont multiples, les priorités sont énormes. C'est pourquoi quand vous écoutez les acteurs impliqués dans cette crise sahélienne, on cherche toujours à avoir une priorité, à prioriser nos actions. Pourquoi? Aujourd'hui, on ne peut pas dire que nos armées ne sont pas outillées en matière de protection des civils. Je veux dire par là, les armées nationales ont des structures adéquates pour la formation en droit international humanitaire et des notions de droits de l'homme dispensées à leurs troupes, ou bien aux hommes qui seront démis sur le terrain. Mais malgré tout ça, on constate que la protection n'y est pas de manière entière. Pourquoi? C'est ça la question. Les blocages. Il y a des blocages. Mais ces blocages, à quel niveau? Qui ne respecte pas quoi? Est-ce que c'est les armées régulières? Est-ce que c'est les autres acteurs? C'est ça la question qu'il faut se poser. Mais néanmoins, quelle que soit la responsabilité des autres acteurs, le premier responsable ici, c'est les États, les armées régulières. Ça, c'est leur rôle régalien de protéger les populations. Et le plus grand défi, c'est quoi? Aujourd'hui, on dit les armées sont outillées en matière de droits de l'homme ou bien en matière de droit international humanitaire. Mais vu le contexte, on a tendance à recruter de jour en jour. Mais est-ce que les formations suivent de jour en jour? C'est la question qu'on se pose. Est-ce que les formations sont dispensées jusqu'au niveau des recrutements initial? Ou bien est-ce que les formations sont dispensées au niveau de la formation des sous-officiers et des officiers? C'est toutes ces questions-là qu'on se pose. Mais c'est pourquoi j'ai dit tantôt, vraiment, c'est une question très complexe pour pouvoir donner des réponses en ce sens. Mais néanmoins, on peut quand même apporter des améliorations dans ce qu'on est en train de faire. On peut quand même apporter des améliorations dans le sens que, maintenant, je prends l'exemple le plus éminent, ou bien qui est là sur table. Le G5 Sahel ne dispose pas d'une stratégie de protection des cibles, même si d'autre part on est régi par ce que l'Union africaine nous recommande comme stratégie de protection des cibles. Et maintenant, vous êtes là, les acteurs, les partenaires sont là, le HCDH est là pour accompagner les États en ce qui concerne la mise en place de cette stratégie. Cette stratégie va nous permettre encore d'aller de l'avant en intégrant quand même tous les défis auxquels on fait face, surtout les défis de formation pour moi, les défis de formation au profit des FDS dans notre plan d'action lorsqu'on va essayer de mettre en œuvre cette stratégie de protection. Et comme je le disais tantôt, oui, monsieur Julien. Allez-y, oui, allez-y. Et comme je le disais tantôt, cette protection des civils nécessite aussi de la mise en place des approches beaucoup plus intégrées. Il faut que, en cherchant à protéger ces populations, en facilitant l'accès humanitaire, il faut qu'on voit comment accompagner l'action socio-économique des populations. Imaginez, ça fait 2 ans, 3 ans, il y a des zones déscolarisées. Les enfants sont des adolescents pour certains. Que vont devenir ces enfants? Et qu'est-ce qu'on est en train d'envisager pour eux? Donc c'est pourquoi j'ai dit, s'il y a lieu de faire une recommandation... On vous aura compris.
Oui. Oui, monsieur Julien. On vous aura compris parce qu'il faut, je vais récapituler. Vous avez évoqué comme défi le défi de la formation. Oui, les forces de défense et de sécurité sont formées, mais pas suffisamment. Peut-être il faudrait intégrer dans les curricula, depuis les formations initiales, beaucoup plus d'éléments sur la formation aux droits humains et peut-être sur le DIH, droit international humanitaire. Vous avez évoqué l'absence d'une stratégie de protection des civils, quand bien même les acteurs que nous sommes, les Nations Unies et autres partenaires, sont en train de vous aider à en élaborer une. Vous avez évoqué également l'absence d'approche intégrée, d'accord, qui permettent vraiment l'accès humanitaire, mais aussi la prise en compte des droits socio-économiques, droit à l'éducation et d'autres droits encore, étant entendu donc que la réponse sécuritaire ou militaire à elle seule ne suffirait pas. Alors, j'aurais aimé, merci beaucoup, mon commandant, j'aurais aimé demander à Madame Atikatou Dieng, Madame Dieng, de votre perspective de militante de la société civile. Alors, en quels termes voyez-vous cette question de la protection des civils? En quels termes se pose le problème? Et si recommandations il y a, quelles seraient les recommandations que vous feriez aux forces de défense et de sécurité pour mieux protéger les populations civiles dans le Sahel et surtout dans le contexte des opérations antiterroristes que nous observons ces temps-ci? Madame, vous avez la parole. Donc, merci de me donner la parole. Merci, M. Julien. Merci aux autres panélistes de me donner l'opportunité d'échanger sur l'expérience de la société civile mauritanienne dans le cadre de la mise en œuvre du projet cadre de conformité avec la force conjointe. Donc, en tout cas, au niveau de la Mauritanie et en étroite collaboration avec le projet, nous avons essayé, tant bien que mal, à sensibiliser les populations. Sensibiliser en termes aussi d'acquisition de connaissances, de les informer du mandat de cette force conjointe. Parce que les populations, il faut le dire, n'étaient pas habituées à la présence de cette force dans la région que nous appelons Hod el-Sharqi. C'est justement la région frontalière avec le Mali. Et je parle sous le contrôle du commandant ou du colonel ici. Et c'est normalement la zone du Fiso Ouest, normalement. Donc, nous avons mis en place un ensemble d'actions visant d'abord à faire connaître les missions de cette force conjointe, mais aussi à former, si vous voulez, les acteurs locaux, les acteurs locaux aux missions, à comment comprendre ce que la force conjointe fait en faveur des populations. Parce que les gens se réveillent un beau matin, ils voient des gens à qui ils n'étaient pas habitués, ils les voient atterrir sur leur sol. Évidemment, c'est humain, ça pose des problèmes. Le projet donc a essayé de les capaciter et nous avons mis en place, quand je dis nous, parce que je suis quand même pas consultante, mais personne ressource à cette dynamique-là, nous avons essayé de mettre en place un groupe de 19 organisations de la société civile. Nous les avons formés, mais nous les avons formés conjointement avec les membres de la force conjointe. Pourquoi nous les avons formés conjointement? C'est pour, si vous voulez, un peu élever le niveau de collaboration, mais aussi poser les bases du niveau de confiance entre cette force-là, qui est nouvelle dans leur zone, et avec les populations locales. Donc, nous avons essayé de faire ça. Nous avons procédé à plusieurs formations au niveau national, mais aussi au niveau local, au niveau des zones, comme on dit, des zones frontières, des zones de conflit. Nous les avons formés. Nous avons mis en place un ensemble d'outils qui peut permettre et à la force et aux acteurs locaux de mieux comprendre, de mieux faire le plaidoyer, de mieux aussi peut-être pouvoir être en phase de donner si vous voulez, de gérer cette information en cas d'atteinte à
à l'intégrité ou aux droits des personnes. Nous avons en tout cas essayé de mettre en place un ensemble d'outils. Quels sont ces outils, Madame Dieng? Donnez-nous un peu d'éléments. Quels sont les outils? Est-ce que ça marche? Est-ce que les gens sont protégés? Voilà. Non, et en tout cas, nous avons mis en place un ensemble d'outils, un système de veille et d'alerte. C'était le premier outil. Nous les avons formés à mieux comprendre le mandat. Nous sommes en 2022 en train de mettre en place des outils, si vous voulez, de promotion du droit international humanitaire avec des capsules, de sketchs pour faire comprendre comment réagir en cas de soupçon ou en cas de violation, comment faire, si vous voulez, s'il y a des menaces ou des atteintes aux droits des civils, comment, si vous voulez, référencer. Donc, nous avons mis en place aussi toutes ces actions-là, mettre en collaboration aussi bien les populations locales que les autorités aussi, parce que c'est une dynamique assez, comme il l'a dit tout à l'heure, assez complexe, où il n'y a pas qu'un seul acteur, il y a plusieurs acteurs. Donc, nous avons essayé de mettre en place, si vous voulez, une plateforme qui fonctionne, qui inclut et les acteurs de la société civile, les membres de la force conjointe, mais aussi les acteurs locaux. Quand je parle de la police, je parle de la gendarmerie, tous ces éléments qui concourent un peu à une bonne protection des civils. Donc, pour 2022, il y a tout un arsenal qui est mis en place. C'est toujours aussi permettre l'acquisition de meilleures connaissances. C'est aussi peut-être aller dans le sens d'un maillage en termes de canaux de communication beaucoup plus étendu. Peut-être pas sur toute la zone, parce que la zone est assez longue. On ne peut pas, mais on va essayer en tout cas, là où on sent qu'il pourrait y avoir des défaillances, qu'il pourrait y avoir un minimum d'atteinte, nous sommes en train de mettre en place, si vous voulez, par des réunions de proximité avec les acteurs locaux, de mettre en place, si vous voulez, un dispositif de canalisation de l'information. Parce que dans ces cas aussi, il faut dire aussi qu'on a besoin de la bonne information. Parfois aussi, il y a des informations qui circulent. Nous veillons aussi au contrôle de la bonne information pour que cette information ne devienne pas de la désinformation, ce qui peut aussi induire en erreur certains acteurs locaux ou certains éléments de la force conjointe. Merci beaucoup, Madame Dieng. On vous a entendu, vous avez mis en place toute une panoplie de mécanismes, d'outils, d'alerte précoce, de systèmes de veille, de formation, sensibilisation, de plateformes, 19 organisations. Donc, à vous entendre, les populations dans votre espace où vous travaillez, où vous opérez, sont quand même relativement bien protégées et bénéficient d'une bonne protection des civils, comme nous sommes en train de le dire. Peut-être que l'audience pourra vous poser des questions, ou s'il y a d'autres questions, on pourrait toujours revenir vers vous. Mais j'ai compris dans votre intervention qu'il est important qu'il y ait une bonne relation entre la population et les forces de défense et de sécurité. Et vous travaillez également sur un maillage de canaux de communication et autres. Ça m'amène à demander à notre panéliste, colonel Dembélé, comment appréciez-vous les relations entre la force conjointe et les populations, notamment celles qui vivent dans les emprises des opérations de la force conjointe? Quelles sont les opportunités? Quels sont, selon vous, les défis qui se posent? Est-ce qu'il y a des activités civilo-militaires? Qu'est-ce que vous faites? Comment ça se passe en réalité? Dites-nous un peu. Sachant que la force G5 Sahel a pour but de maintenir et de restaurer un niveau de sécurité pour la protection de la population. Ça permet pour la force également de favoriser le lancement, la poursuite, l'aboutissement du processus de stabilisation dans la région. C'est en ce sens, la sécurité ne peut être acquise lorsque la situation ne le permet pas.
aux acteurs non militaires de jouer pleinement leur rôle. De ce fait, pour mieux venir au bout de cette sécurité, il est très important d'avoir une interaction permanente avec les acteurs civils, les organisations non gouvernementales, et les organisations gouvernementales pour pouvoir protéger les populations. Et comme vous le savez, la force G5 a pour mandat de lutter contre le terrorisme. En luttant contre le terrorisme, les crimes frontaliers organisés et les trafics d'êtres humains, ça permet également de contribuer à la restauration de l'autorité de l'État aux différents endroits où elle est affaiblie et permettre aussi la mise en œuvre du développement. Les actions du développement communes selon les endroits. Pour cela, je peux vous dire que la force G5 Sahel, à travers la cellule G9 dont j'ai à ma charge, contribue au renforcement de la coopération civilo-militaire dans les zones d'opération. Elle supervise également la mise en œuvre de cette coopération et joue un rôle central dans les actions cyniques, en coordination avec les acteurs civils, avec le pilotage des projets de développement dans ces zones frontalières. C'est pour vous dire que la force G5 Sahel maintient une relation avec les populations locales au niveau des FISO, au niveau des bataillons, voire aussi au niveau du PCAT. Mais qu'à cela ne tienne, il existe certaines populations qui sont plus ou moins réticentes aux militaires de la force G5, et cela, on peut le comprendre très vite, parce que souvent, cela est dû aux menaces provenant des GATT. Sinon, il n'y a pas grand problème entre la population et la force G5 Sahel. Nous sommes en parfaite collaboration. Symbiose avec les populations civiles et qu'il n'y a pas de problème. Peut-être qu'il y aura des questions là-dessus. Je vais d'abord faire un petit crochet et permettre à l'expert police de prendre la parole, hein, et de nous parler un peu peut-être des défis et de comment lui, il voit cette collaboration avec les populations, entre les populations et les FDS, hein, et l'aspect vraiment de protection. Alors, Monsieur Huedo, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur Julien. Merci, chers co-panélistes. Donc, pour parler des défis, je crois que le commandant Mahamat a évoqué un certain nombre de défis, c'est vrai, parce que le contexte du Sahel, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est un contexte où les populations sont prises en étau entre différents groupes criminels, groupes armés terroristes et même les forces de sécurité et de défense. Un contexte marqué par l'absence de l'État dans la plus grande partie, hein, donc du territoire, où les populations sont assujetties à toutes sortes de vulnérabilités. On va vous parler des questions de sécheresse, on va vous parler des questions de manque de soins de santé. Le commandant a évoqué tout à l'heure des écoles qui sont fermées. Disons un contexte d'insécurité humaine. Alors donc, dans ce contexte, protéger les populations civiles rencontre un certain nombre de défis. D'abord, je voudrais parler de l'immensité de la zone frontalière dont le commandant, la chef du 9 vient de parler. La zone est vaste, si bien que le maillage territorial adéquat pour assurer véritablement la protection et la sécurité des populations pose problème. Et même,
des fois où la force est amenée à conquérir ou bien à sécuriser certaines zones, il est difficile de la tenir. Parce qu'une chose est de libérer une zone, mais une autre est de la tenir pour que les mauvaises, enfin, les malfaiteurs ne reviennent. Donc, ces populations sont soumises à cette menace-là. Ça, c'est un premier défi. L'autre défi que je voudrais peut-être souligner, c'est la question peut-être de distinction civile combattant. Vous savez, dans cette guerre asymétrique qui se mène au Sahel, il est parfois difficile à la force militaire de distinguer clairement qui est combattant et qui est civil. Et là, vous voyez que ça pose directement un problème sur la protection des civils, parce que lorsqu'on ne sait pas avec précision qui est combattant et qui est civil, on ne sait pas qui protéger, on ne sait pas qui ne pas protéger. Parce que le contexte est tel que on est boutiquier le matin, dans l'avant-midi et l'après-midi, et on est celui qui va poser les IED contre les populations et même contre les forces de défense et de sécurité. Donc, la distinction civil combattant paraît pour moi un défi majeur, n'est-ce pas, dans le cadre donc, de la population. Un autre défi, et j'en aurais fini peut-être avec les défis, c'est la question justement corollaire à ce que je viens de dire, la confiance entre la population et les forces de sécurité publique. Alors, il est difficile de protéger des gens qui ne nous font pas confiance. En tant que membres des forces de sécurité, si nous n'avons pas la confiance de la population, c'est un véritable défi. Nous ne pouvons pas avoir les informations qu'il faut, les renseignements qu'il faut pour mieux travailler, pour mieux protéger les populations civiles. Et je me rappelle, en 2020, on échangeait avec le chef d'état-major des armées du Niger qui nous disait clairement que qui gagnera cette guerre, celui qui gagnera la confiance des populations. Donc, c'est clair que sans la confiance de la population, il serait difficile de mettre en œuvre des stratégies et mécanismes pour la protéger. Or, la chef Gineuve vient de dire tout à l'heure que quand bien même les relations entre les populations et la force sont au beau fixe, il arrive parfois que sous menace donc des groupes armés terroristes, la population refuse par exemple de collaborer avec les forces de défense et de sécurité au risque donc de représailles. Et nous avons vu au Niger en 2019 combien de personnes, autorités locales ont été assassinées et de façon violente pour le simple fait qu'ils ont contribué, qu'ils ont collaboré avec les forces de défense et de sécurité. Donc cette question de collaboration entre la population et les forces de défense et de sécurité constitue également un autre défi majeur. Voilà, la présence des femmes dans les forces de défense et de sécurité également un autre défi qu'on pourrait également évoquer. Je voudrais m'en arrêter là pour ne pas monopoliser la parole. Merci beaucoup, M. Ouedo. Vous avez évoqué pêle-mêle beaucoup de défis que je ne vais pas répéter, mais clairement, il apparaît de votre intervention que la conquête des cœurs, donc des populations, devient un enjeu majeur dans le conflit et dans la crise multiforme qui secoue notre région du Sahel. Mais là, la question qui se pose est de savoir, est-ce que ces défis expliquent et justifient que les forces de défense et de sécurité soient amenées également à être source de menaces, au lieu d'être source de protection des civils, à être source de menaces? Est-ce que ces défis expliquent amplement et justifient cela? Et je profite pour dire à l'audience qui peut poser des questions sur notre plateforme, et je crois que les collègues qui sont à la technique peuvent aussi nous faciliter en passant les informations à l'audience. S'il y a des questions, voilà, les questions peuvent être soumises et nous allons les distribuer aux panélistes. Donc, moi, je voudrais vous demander, M. Ouedo, si vous pensez que ces défis-là, justement, expliquent des situations dans lesquelles, vu donc que les forces de défense n'arrivent pas à faire la distinction entre qui véritablement est civil, qui n'est pas du tout impliqué dans le conflit et qui n'est pas terroriste, ça fait que parfois il y a des innocents, des civils qui sont victimes, qui sont tués ou qui sont victimes d'une façon ou d'une autre. Est-ce qu'on peut tirer cette conclusion?
Merci beaucoup pour la parole. Non, pas du tout. Les défis ne sont pas une excuse pour violer les droits, pour refuser pour ne pas protéger les populations civiles. Au contraire, l'identification correcte de ces défis permet justement de mettre en place des mécanismes pour mieux protéger la population civile. Lorsque, en tant que force de défense et sécurité, les forces de défense et sécurité constatent par exemple qu'une collaboration très directe avec une certaine partie de la population les met en danger par rapport aux représailles dont je viens de parler, on pourrait imaginer des méthodes, des moyens pour collaborer autrement avec ces populations, donc mieux les protéger pour ne pas que le fait qu'ils nous donnent des informations les expose donc leur vie, bien les expose à des représailles. Donc pour moi, les défis ne justifient pas la non-protection, mais constituent donc une opportunité pour travailler sur les leviers et trouver beaucoup d'autres moyens pour mieux protéger les populations civiles. Voilà ce que... Merci beaucoup. Mais j'ai une autre question peut-être au commandant Mahatma. En fait, les forces de défense et de sécurité qui ont pour mission régalienne d'assurer la protection des populations civiles et de leurs biens. Et nous avons pu, non sans beaucoup de compassion et d'empathie, observer que les vaillantes forces du Sahel, à l'épreuve donc des engagements avec les groupes armés, aussi ont subi aussi beaucoup de pertes. Est-ce que vous avez dit que les forces armées sont assez équipées en ce moment, sauf des compléments de formation qu'il faut? Est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire au niveau de ces forces qui ont la vocation et donc le mandat de protéger les civils? Est-ce qu'il n'y a pas peut-être un arrêt sur image qui doit être fait pour pouvoir davantage les renforcer, je ne sais pas, du point de vue tactique ou d'autres points de vue? Vous êtes expert du métier des armes. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est peut-être une solution, entre autres? Merci Julien. Moi, je suis franchement satisfait de recevoir ce genre de questions de la part d'un acteur plus ou moins impliqué ou bien présent sur le théâtre. Ça va nous permettre d'avoir quand même une bonne confrontation d'idées. Mais la question que je me pose ici, moi, toujours dans ma tête, je prends les deux volets quand je donne les éléments de réponse. De un, quand on parle maintenant de la force conjointe G5 Sahel, ou bien du G5 Sahel en tant qu'organisation, la première force qu'on voit, c'est la force conjointe du G5 Sahel. Et vous êtes tous témoins que cette force n'a pas encore atteint jusqu'à présent sa capacité opérationnelle comme il se doit. Et de deux, on est maintenant en phase par rapport au mouvement de troupes ou bien au mouvement de GAT, de groupes armés terroristes, dans la région. Parce que notre format actuel ne répond pas au, comment on appelle ça, au contexte des GAT. Donc, pour vous dire quoi brièvement? Pour vous dire que les forces nationales en tant que forces nationales font leur rôle de sécurisation et de défense. Mais, du moment où on a décidé ensemble de mettre en place une force, il faut que cette force-là arrive à accomplir ses missions. Mais maintenant, si la force n'a pas le moyen adéquat, n'a pas le format adéquat pour accomplir sa mission, toujours il y aura quand même des difficultés auxquelles on doit faire face. Sur les 423 millions, je ne vous cache rien, sur les 423 millions annoncés depuis des années, qu'est-ce que la force a reçu? Quel équipement la force a reçu? Nous avons cette réticence notoire de la part de certains partenaires de contribuer directement au bénéfice de cette force. Maintenant, on dit non, on contribue de manière bilatérale. Et les équipements qui arrivent de manière bilatérale, est-ce qu'ils sont déployés au bénéfice des bataillons de la force conjointe? Il y a beaucoup de questionnements derrière.
Donc, c'est pourquoi il faut toujours préciser les choses. Est-ce qu'on parle de notre force conjointe G5 Sahel ou bien est-ce qu'on parle des forces armées nationales de chaque pays membre du G5 Sahel? Mon commandant, je vous ai entendu, mais vous savez qu'il y a aussi le principe de subsidiarité qui, selon ce que nous observons et selon les informations qui s'appliquent, en fait, la protection des civils est un tout. Et évidemment, les forces armées nationales ont leur rôle, ont leur zone de responsabilité, et la force conjointe, elle aussi, a sa zone de responsabilité. Mais comme l'a dit Mme Dieng, et comme l'a aussi appuyé M. Moueda, les espaces sont tellement vastes que le maillage géographique n'est pas forcément adéquat. Et à partir de ce moment, lorsqu'il y a une force, qu'elle soit peut-être de la force conjointe, un bataillon de la force conjointe, dans une localité et qu'à proximité, il y a des menaces qui pèsent sur les populations, il y a ce principe-là de subsidiarité qui fait qu'on a pu observer que parfois la force conjointe elle-même, elle intervient de façon prompte pour pouvoir sécuriser les populations. Donc, en fait, c'est un travail de complémentarité tel que nous le voyons. Et bien sûr, qu'il y a une zone de concentration au niveau des zones frontalières où la force conjointe se déploie, mais il y a cette collaboration qui se mène, étant entendu que lorsqu'on dit forces conjointes, c'est les forces nationales sur leur propre territoire, dans les zones précises, frontalières et autres, qui sont censées assurer cette protection. Donc, pour nous, les choses sont assez claires et les rôles sont assez bien clairement délimités. Mais le plus important, c'est de savoir comment on va faire pour pouvoir combler le gap. C'est un gap d'équipement, comme vous l'avez souligné, un gap de ressources. C'est bon qu'on puisse le savoir et que voilà, tous les décideurs puissent voir dans quel sens il faut aller. Je ne sais pas si j'ai été assez clair pour clarifier votre préoccupation. C'est aussi bien la force conjointe que les forces de défense et de sécurité nationale qui ont aussi une responsabilité régalienne à protéger les civils. C'est très clair, M. Julien. Merci pour cette synthèse. Mais c'est aussi pour vous dire que cette force conjointe qui est mise en place depuis 2017, jusqu'à présent, elle n'a pas encore atteint sa full capability, comme on le dit en anglais. D'accord? Et ce qui fait qu'on est toujours en ambiance dynamique, comme on le dit, même pour la force. Dans tous les sens. Du point de vue juridique, du point de vue opérationnel, du point de vue planification, on est toujours en ambiance dynamique. On améliore, on essaie de rattraper, on essaie d'ajuster, on essaie de coordonner. Et ça, c'est la question qui revient toujours quand les décideurs de cette force conjointe-là se retrouvent, en ce qui concerne les formats. Du moment où que les unités ou bien les bataillons sont des bataillons nationaux, soutenus par les états-majors nationaux, par la logistique nationale, mais en cas d'intervention, on dit est-ce qu'on va faire recours au commandant de la force ou bien est-ce qu'on va utiliser directement nos bataillons, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de questions qui restent posées, mais moi, je suis très optimiste sur ce que nos forces armées, de manière globale, sont en train de faire sur le terrain. Merci, commandant. Merci, mon commandant. Colonel Dembélé, j'aimerais vous retourner à vous pour vous demander quelles sont les interactions que vous avez avec les autres acteurs qui interviennent également dans la coopération civilo-militaire, dans le cadre de vos activités avec les humanitaires. Quelles sont les interactions que vous avez et quels sont les résultats que vous observez, toujours dans le sens d'une meilleure protection des civils, d'un mieux-être des populations civiles qui sont ces derniers temps amenés à quitter différentes régions sur le territoire du Sahel central. Voilà. Comment ça se passe? Quelles sont vos interactions et vos relations avec les autres partenaires? Ok. Monsieur Julien, pour cette question, la force G5, à travers la cellule toujours
J9 que je gère a une parfaite collaboration avec les acteurs, les autres acteurs. À travers les réunions, on a des réunions, on fait tous les mensuellement avec OCHA, une réunion de coordination. On a également des consultations régulières avec les acteurs humanitaires. Et cela avec des chronogrammes au niveau des FISO, au niveau des bataillons et au niveau des PCAT. On a toujours tout ce que les ONG et les organisations internationales, nationales du moins, font. On est au courant de toutes ces activités. On est toujours ensemble, on travaille ensemble. Sur le terrain, même ce matin, j'ai eu une correspondance concernant les activités que les ONG mènent sur nos différents FISO et au niveau des bataillons. Et au niveau des FISO également, on a des J9 qui travaillent étroitement avec les acteurs humanitaires. Ils font tout ensemble. Donc, même lors de leurs activités, ils sont en collaboration au niveau de ces FISO. Et au niveau des FISO encore, quand on descend encore au niveau des bataillons, c'est le même processus qui continue. Ils travaillent toujours avec ces FISO, avec les bataillons. Et au niveau des cellules aussi, il y a des cellules. Au niveau des bataillons, c'est des cellules chimiques qui sont à ce niveau. Vous pouvez nous citer quelques acteurs principaux avec lesquels vous travaillez. Je vous avais vu il n'y a pas si longtemps que ça, je crois, il y a 2 semaines. Vous participiez, je crois, à une formation sur la coopération civilo-militaire où il y avait presque tous les préfets de la région de Tako-Gourma qui étaient réunis. Alors, s'il y a d'autres acteurs avec lesquels vous travaillez, dites-nous un tout petit peu comment ça se passe et est-ce que ça génère des résultats satisfaisants? Comme vous venez de le dire, on travaille avec les personnels de l'État, les administrateurs de l'État sur place, les ONG, et en général, ça dépend de l'ONG qui est sur place. Au niveau des FISO, au niveau des bataillons, on a beaucoup d'ONG que je ne pourrais pas citer comme ça, étant donné que je viens d'arriver, je ne les mémorise pas tous. Mais il y a beaucoup d'ONG avec lesquelles on travaille. Ok. Merci beaucoup, colonel. Je voudrais demander avec beaucoup vous n'avez pas fini? Allez-y, colonel. Non, je voulais terminer avec, comme vous dites, s'il y a des choses, je voulais, si possible, parce que souvent il y a quelques difficultés lors des réunions ou bien lors des rencontres. Donc, si on pouvait avoir plus de réunions, plus de, comment on dit ça, plus de contacts, je pense que ça allait nous aider vraiment dans cette tâche. Avec les acteurs humanitaires. D'accord. Merci, colonel. Peut-être dans le cadre des réunions du cluster protection, le cluster de protection, peut-être avec OCHA et d'autres acteurs, vous pourriez prendre langue et peut-être échanger et voir ce qui peut davantage être fait ensemble au profit des populations civiles dans les zones où la force conjointe est présente et opère. Je voudrais vous remercier, mais je voudrais retourner à M. Oumoeda pour qu'il nous précise un peu ce que fait le projet. Parce que vous travaillez pour un projet qu'on appelle le projet d'appui à la force conjointe du GICN Sahel dans la mise en œuvre du cadre de conformité aux droits de l'homme et au droit international humanitaire. De façon concrète, qu'est-ce que vous faites dans ce projet allant dans le sens d'une meilleure protection des populations civiles? À vous. Et je précise que les canaux sont ouverts, hein, on attend toujours les questions des participants, n'hésitez pas.
Monsieur Ouedo, allez-y. Je voulais quand même rebondir. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Tout d'abord, il me paraît important, avant de dire ce que nous faisons pour la protection des civils, de dire brièvement quelques mots sur ce que c'est que le cadre de conformité. Alors, je voudrais juste dire que le cadre de conformité de la force conjointe est un cadre de réduction du risque, c'est-à-dire un ensemble de mécanismes visant à prévenir, atténuer et remédier aux violations du droit international humanitaire, du droit international des droits de l'homme, dans le cadre des opérations de la force conjointe du G5 Sahel. En fait, c'est des mécanismes qui traduisent les principes du droit international en mesure facile à comprendre et à appliquer sur le terrain. Et je voudrais préciser également que ce cadre de conformité trouve son fondement dans la résolution 2391 du Conseil de sécurité qui demande aux États membres du G5 Sahel de le mettre en place de sorte que dans le cadre des opérations antiterroristes, les principes liés aux droits de l'homme, au droit international humanitaire soient respectés. Ceci étant dit, que fait le projet en appui à la mise en œuvre du cadre de conformité en matière de violence? Je voudrais dire que le projet travaille sur un certain nombre de piliers. Il y en a 7 total. Il y a un pilier qui s'occupe des questions de sélection et de vérification d'antécédents, un pilier qui s'occupe des questions d'élaboration de doctrine, où le projet s'assure que les principes en question sont bien reflétés dans la doctrine de la force. Il y a les questions de formation, formation au pré-déploiement et formation en cours de déploiement. Il y a le pilier donc, qui est relatif à l'intégration des principes liés à la protection des civils dans la planification et la conduite des opérations. Et c'est justement sous ce pilier-là que nous avons essayé de faire cette communication. Notamment, je vais citer juste l'annexe aux ordres des opérations, qui est un document qui retrace les grands principes du droit international humanitaire et des droits de l'homme, qui est chaque fois annexé donc, au code opérationnel, de sorte à permettre à chaque fois, lorsqu'il y a une opération, les éléments de la force, de rafraîchir donc, la mémoire avec ces principes. Je vais également citer ce dont le commandant a parlé tout à l'heure, la stratégie de gestion Sahel en matière de protection des civils. Pour dire qu'en janvier 2020, lors de la conférence de la présidence du G5 Sahel à Ouagadougou, le secrétaire exécutif du G5 Sahel alors a exprimé le besoin de mettre en place une stratégie régionale de protection civile pour le G5 Sahel. Donc, le projet du HCR. On ne vous reçoit pas bien là. Ça crache. Vous m'entendez? Oui, monsieur Ouedo, allez-y. Peut-être c'est une interférence. Oui, commissaire, on ne vous reçoit pas bien. OK. Alors, donc, le projet appuie le secteur exécutif du G5 Sahel à élaborer donc, cette stratégie. Nous avons déjà conduit 5 ateliers diagnostiques dans tous les pays du G5 Sahel et nous sommes en phase donc, de recrutement d'un consultant pour l'élaboration de cette stratégie dans les mois à venir. Voilà un peu ce que je peux dire sur ce que nous faisons en ce qui concerne la protection des civils. Et bien entendu, nos actions sur les différents piliers, formation, doctrine, visent à la prévention. Donc, la prévention de la violation, c'est une forme de protection. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Ouedo. Donc, c'est assez clair. J'ai reçu une question que je voulais passer à Mme Dieng. Je crois qu'elle s'est levée pour quelques instants. La question, c'était de savoir, lorsqu'on compare le contexte mauritanien au contexte des 3 autres pays du Sahel central, entendu le Burkina, le Niger et le Mali, est-ce qu'on peut dire que les problèmes de protection des civils se posent avec la même acuité dans les régions frontalières, donc en Mauritanie, que cela se trouve être le cas dans les 3 autres pays du Sahel central? Est-ce que c'est beaucoup plus compliqué dans les autres pays qu'en Mauritanie? Comment ça se passe? Est-ce que c'est plus facile pour vous quand on parle de cette problématique-là en Mauritanie comparée aux autres pays? Madame Dieng, à vous.
ne sais pas si vous m'avez entendu, Madame Dieng. C'est une question du public. Le volume, on n'entend pas. C'est bon? Vous m'entendez? C'est parfait. Maintenant, on vous entend. C'est parfait. Merci. Donc, je voudrais, avant de répondre à cette question, que vous me permettiez de rebondir sur ce qui a été dit, sur ce qu'a dit notre commandant, le lieutenant-colonel et M. Sébastien, sur cette question sur ces défis qui ont été posés ici, qui ont été relatés ici, en termes de gains, d'instauration d'un climat de confiance entre les FDS et les populations civiles. Je pense que ça nous ramène à peut-être un autre atelier qui pose un peu le problème de la gouvernance. Parce que ces populations qui ne font pas confiance à ces FDS-là, ils y voient un peu, si vous voulez, ils voient les forces de défense un peu partout, comme si vous voulez une prolongation de l'entité étatique. L'entité étatique dans des zones où tout manque, où tout est sujet de discussion, la santé, l'eau, tout, l'éducation, tout manque. Donc, il est difficile, c'est peut-être ça relève peut-être de l'anthropologie, hein, ça mérite aussi une réflexion. Pourquoi ces populations ne font pas confiance aux forces de défense? Pourquoi? Ce n'est pas inné, ce n'est pas dans notre culture, mais c'est peut-être dû à certaines contingences de gouvernance locale ou de gouvernance à un niveau supérieur qui font que la confiance s'instaure difficilement. Monsieur Apollon l'a dit, parce qu'un boutiquier de jour qui devient poseur de bombes, permettez-moi de l'appeler comme ça, le soir, quel intérêt a-t-il à passer d'un profil A à un profil B? Je pense que ça aussi, ce sont des questions récurrentes qui méritent une réflexion. Ce n'est pas l'objet de notre panel, mais qui méritent une réflexion si nous voulons aussi, comme l'a dit le commandant, participer d'une meilleure appropriation de ce que fait la force conjointe et ce que fait d'une manière plus globale le G5 au Sahel. Bon, pour rebondir maintenant, pour répondre à la question posée par l'éditoire, il faut peut-être, comparaison n'est pas souvent raison, disait l'autre. En Mauritanie, nous ne sommes pas dans une posture de conflit. Nous ne voulons pas dire qu'il n'y a pas de problème, mais comme on dit chez nous, alhamdoulilah, jusqu'à présent, le conflit n'a pas éclaté. Nous sommes dans une posture de prévention. Cela veut dire que nos règles et nos méthodes vont différer d'un pays comme le Mali, d'un pays comme le Burkina dans la zone des 3 frontières, d'un pays comme le Niger quand vous allez dans la zone de Tirabéry ou dans les autres zones où il y a vraiment... Excusez, nous avons encore 1 minute, donc essayez de résumer la réponse. Voilà. Madame Dieng, oui, allez-y. Voilà, en tout cas, même si les méthodes dans le cadre nous ne pouvons pas utiliser les mêmes outils. Nous privilégions pour le moment la prévention. Nous privilégions la prévention en termes d'acquisition de connaissances. Nous essayons de faire comprendre aux populations civiles ce que c'est que leurs droits, comment ils doivent se défendre, comment ils doivent alerter. Et il va sans dire que nous n'avons pas aujourd'hui les mêmes soucis que le nord ou le centre du Mali. Cela va de soi. Mais en tout cas, nous sommes dans une posture de prévention. Et c'est là aussi qu'il faut peut-être insister sur le rôle que peut jouer la société civile dans tout l'espace G5 Sahel. Okay. Alors, Merci de me couper. Je vais devoir conclure parce qu'on a moins d'1 minute. Oui, désolé. En tout cas, je voudrais commencer d'abord par dire, et je vais chuter sur votre intervention, Madame Dieng, vous avez souligné le rôle irremplaçable de l'État. Rien ne peut remplacer l'État. Il n'y a pas de succédané à l'État. Il n'y a rien qui puisse remplacer un État. Et par conséquent, l'absence de l'État, la question de gouvernance à tous les niveaux, dans tous les secteurs, au niveau du développement, au niveau de la sécurité, à tous les niveaux, constitue des goulots d'étranglement, des impacts négatifs sur la question de la protection
des civils. Je voudrais ici remercier tous les panélistes pour leur disponibilité, pour leur temps. Et je remercie également l'audience, toutes les personnes qui ont participé. J'ai reçu vers la fin des questions, mais c'était un peu tard. On ne pourra pas répondre parce que les questions ne sont pas vite arrivées. Mais c'était vraiment un plaisir de vous avoir et d'avoir pu échanger avec vous pendant ces 60 minutes. Merci aux organisateurs, merci à l'Union européenne qui appuie le projet, les cadres de conformité, qui appuie beaucoup aussi le G5 Sahel. Nous disons merci à chacun et à tous et au plaisir de vous revoir dans une autre discussion, dans un autre dialogue humanitaire sur un autre thème. Merci et bonne soirée à vous. Merci.